Doit-on être islamophobe et insoumis? Telle est la question lancée à l'occasion des universités d'été de la France insoumise. Pour le mouvement mélenchoniste, c'est une nouvelle passe d'armes entre la vieille garde laïcarde et les jeunes pousses indigénistes. Le gouvernement lance son Grenelle des violences conjugales, une nouvelle gesticulation sociétale signée Marlène Schiappa. Les vraies raisons de ces violences faites aux femmes, elles devraient évidemment être tues. La semaine dernière, les jeunes des partis gouvernementaux du Fidesz et du PiS se sont réunis en Pologne pour mettre le cap sur la nouvelle année. TV Liberté était au rendez-vous. Madame, Monsieur, bonsoir. L'islam crée la discorde à la France insoumise, souvent tiraillée entre diverses tendances. Depuis sa création, le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon s'écharpe à présent sur une question religieuse, une polémique dont LFI se serait bien passée à quelques mois des élections municipales. Olivier Frère-Jacques. Djihad chez les Insoumis, la formation de Jean-Luc Mélenchon devait profiter de ces universités d'été pour se mobiliser après l'échec des élections européennes et préparer au mieux les échéances municipales ratées. Ces amphis d'été, du nom de cette petite sauterie estivale, ont finalement été l'occasion d'une passe d'armes à propos de l'islam. Et c'est un philosophe qui a fait feu en premier. Il s'agit du professeur Henri Peña-Ruiz, qui a tout bonnement écrit sur Twitter qu'on a le droit d'être islamophobe, une déclaration choc qui est rapidement supprimée, mais immédiatement reprise en boucle par les médias notamment et qui a créé un petit séisme dans la sphère insoumise. Henri Peña-Ruiz, franc-maçon et laïcard à l'ancienne, a complètement été dépassé par ces déclarations. Pris dans le feu des critiques, il a rapidement fait amende honorable. Je me battrai toujours pour défendre les personnes musulmanes comme telles, mais je me réserve le droit de critiquer l'islam. Ne pas s'en prendre aux personnes, mais aux religions et aux croyances, une position somme toute classique dans l'univers mental de gauche républicaine, une position assumée par le philosophe insoumis. S'en prendre à l'humanisme athée, au catholicisme, à l'islam, au judaïsme, ce n'est pas un délit. Une position pas franchement originale et révolutionnaire et surtout sortie de son contexte, mais qui aura permis de rouvrir les plaies au sein du parti mélenchoniste. La fracture originelle du parti a ainsi ressurgi, à savoir l'opposition entre laïcards de souche et indigénistes. Sans surprise, des élus comme Majid Massouden à Saint-Denis se sont dressés contre des déclarations qui pourraient mettre à mal leur fonds de commerce électoral. Même son de cloche du côté de Taha Bouaf, ancien candidat LFI aux élections législatives. À ces défenseurs zélés de la religion musulmane s'ajoute également Clémentine Autain, députée LFI qui prend peu à peu ses distances avec la direction du parti. D'autres cadres, comme Alexis Corbière, ont soutenu le philosophe Peña-Ruiz. Quant au coordinateur du mouvement, Quatennens, il a affirmé qu'il n'existait même pas une micro-fissure dans le parti sur cette question. Le patron Mélenchon, lui, s'est bien gardé de rentrer dans la polémique. En Amérique du Sud, où il fait la tournée des popotes, il a toujours plutôt penché du côté du philosophe sur la question, étant plutôt de gauche laïcarde. Cette dissension chez les Insoumis a même atteint le gouvernement et le ministre du Logement, le mal connu Julien Denormandie, a affirmé, sur les réseaux sociaux également, que l'on n'avait pas le droit d'être islamophobe. Une fois n'est pas coutume, le ministre Schiappa a pour sa part tenu des propos plus nuancés, faisant l'éloge des ouvrages du philosophe insoumis et défendant l'idée de débat sur la question. Une polémique gouvernementale, mais surtout à la gauche de la gauche, dont se seraient bien passés les insoumis à 7 mois des élections municipales. Car quoi qu'en dise Adrien Quatennens, le parti est bel et bien divisé entre une tendance indigéniste, qui est prête à faire des concessions communautaires, et une gauche qu'on pourrait qualifier de canal historique, qui ne veut rien lâcher sur la question de la laïcité. Alors que les élections municipales s'annoncent difficiles, avec des concurrents écologistes qui entendent surfer sur leur bon score des européennes et des communistes et socialistes qui restent bien implantés sur le territoire, les insoumis se payent une polémique de rentrée dont il se serait bien passé. Marlène Schiappa ouvre son Grenelle contre les violences conjugales. Alors qu'une femme mourrait en moyenne tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, le gouvernement a lancé ce mardi une grande opération de communication qui devrait accoucher d'une souris. Thibaut Bastide. C'est parti pour la parade des bons sentiments. Ce mardi, le gouvernement a lancé, à l'initiative du ministre pour l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, un Grenelle contre les violences conjugales. Avec ce rendez-vous, l'exécutif dit vouloir faire reculer les violences physiques ou sexuelles dont seraient victimes quelques 220 000 femmes chaque année dans un cadre conjugal. Pour cela, toutes les parties prenantes ont été conviées à Matignon. Agents publics, responsables associatifs, acteurs de terrain, policiers, gendarmes, magistrats
magistrats et avocats, ainsi que des proches de victimes se sont réunis pour dégager des solutions concrètes selon les dires de Marlène Schiappa. Ce rendez-vous intervient alors que pas un jour passe sans que l'on évoque un cas de violence conjugale. Depuis le début de l'année, 101 femmes auraient succombé aux coups portés par leur mari, conjoint ou ex-compagnon, dont la dernière en date remonte à lundi, soit la veille de ce Grenelle. En effet, en ce début de semaine, une femme de 92 ans n'a pas survécu aux blessures que lui avait infligées son époux de 94 ans la veille dans leur maison située dans le centre de Réalmont dans le Tarn. Ainsi, selon les décomptes d'associations, une femme meurt tous les 2 jours en France. Une donnée très élevée qui se stabilise dans le temps. En effet, depuis 2010, la barre symbolique des 100 femmes tuées est systématiquement dépassée avec un record de 166 femmes en 2012. Ce mardi devrait donc marquer un tournant si l'on en croit les grandes gesticulations de Marlène Schiappa. Cependant, avec un Grenelle organisé autour de 3 axes, prévenir les violences, prendre en charge les victimes et punir les agresseurs. Le gouvernement est encore loin du compte mais promet des annonces fortes et la création d'un fonds spécial. Des annonces loin d'être suffisantes pour les associations qui réclament toujours plus et notamment 1 milliard d'euros pour mieux prévenir les violences faites aux femmes, alors que le budget actuel est estimé à 79 millions d'euros. Si le Grenelle de Marlène Schiappa est pavé de bonnes intentions, il s'apparente avant tout à un grand coup de communication dont le gouvernement est passé maître en la matière. En effet, en affichant uniquement les conséquences des violences conjugales avec des propositions à réaction, l'exécutif ne s'attaque pas à la racine du problème. Selon les chiffres officiels de 2018, les violences conjugales se produisent majoritairement dans le milieu rural et dans les départements d'outre-mer. Ainsi, sur le podium de l'année dernière figurent la Polynésie française, la Guyane et la Martinique, devant les Hauts-de-France pour la France métropolitaine. Des milieux pauvres, mais également touchés par une grande mixité sociale, selon le vocabulaire consacré. Un point que le gouvernement ne semble pas prendre en considération alors que l'aspect culturel, voire cultuel, est bien souvent négligé dans les violences conjugales, tout comme l'origine des personnes victimes et agresseurs. Pourtant, pas question pour le gouvernement d'évoquer ces aspects afin d'éviter toute polémique à ce sujet. Cependant, en éludant les racines du problème, il n'y a que très peu de chances que de réelles solutions soient apportées. En Europe centrale comme en France, l'heure est aux rentrées politiques et aux universités d'été. Pour la 2e année, les jeunes des partis gouvernementaux polonais et hongrois se sont rassemblés pendant une semaine pendant une université d'été commune en Pologne. Un reportage de notre correspondant Olivier Beau. Au château de Krasicien, dans le sud-est de la Pologne, 350 jeunes hongrois et polonais se sont rassemblés du 26 au 30 août pour la 2e édition d'une université dont le but affiché est de consolider l'amitié historique et récente entre la Hongrie et la Pologne, y compris dans les conflits récents face à Bruxelles. Les organisateurs, intervenants et participants de cet événement sont membres ou proches des partis de gouvernement, le PiS polonais et le Fidesz hongrois. Les organisateurs et les instigateurs politiques nous expliquent l'importance pour la Pologne et la Hongrie de la démarche de ce projet, organisé par l'Institut de coopération polono-hongroise Václav Felczak. W badaniu opinii publicznej, które przeprowadzaliśmy teraz właśnie latem na Węgrzech, to bardzo ładnie wychodzi. Prawie 90% Węgrów życzyłoby sobie dobrych stosunków z Polską, a 50 kilka procent dalszego zacieśnienia stosunków z Polską. Z drugiej strony, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, obserwujemy zjawisko od lat mniejszej wiedzy, malejącej wiedzy o współczesnej Polsce, więc ten uniwersytet służy temu, żeby dostarczyć pewnej informacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich, z zakresu opowieści, informacji o Polsce i o Węgrzech, a jednocześnie o tym, co Polska i Węgry tutaj dzisiaj w XXI wieku czeka i jakie wyzwania w najbliższych latach się rysują przed nami. Marek Kuczynski, président de la Diète polonaise entre 2015 et 2019, est un des principaux instigateurs de ce projet. Mamy podobne dzieje w ostatnich kilku pokoleniach. Byliśmy pod panowaniem komunizmu, walczyliśmy o niepodległość, powstania. W każdym pokoleniu było po kilka powstań i, co najważniejsze, wspieraliśmy się wzajemnie w każdym najtrudniejszym momencie. I to powoduje, że dzisiaj ta współpraca owocuje i wpływa pozytywnie na rozwój współpracy w całej Europie Środkowej. Ja jestem optymistą pod tym względem.
Cette université d'été est désormais un événement annuel appelé à devenir une véritable institution. Ryszard Terlecki, vice-président de la Diète polonaise, en explique l'importance pour l'Europe centrale. No to była wspólna inicjatywa obu naszych państw i obu naszych rządów, żeby powołać instytucję, która będzie trwała, która będzie też niezależna od fluktuacji politycznych, która będzie działać na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, przede wszystkim politycznej, ale także oczywiście we wszystkich innych dziedzinach gospodarczej, kulturalnej i tak dalej. Współpraca polsko-węgierska jest, można powiedzieć, ważną osią Grupy Wyszehradzkiej, czyli czwórki Czechy, Słowacja, Węgry i Polska, która to Grupa Wyszehradzka odgrywa w Unii Europejskiej znaczącą rolę, no, budując wokół siebie i rozstrzygając wiele spraw, które są dla nas ważne wspólnie. To jest bardzo dobre doświadczenie i są państwa w Unii, które no, chętnie by się do tej czwórki przyłączyły. Wtedy z pewnością siła działania naszego regionu byłaby znacznie większa. János Latorczai, membre du Parti démocrate chrétien allié au Fidesz hongrois, a quant à lui insisté dans sa prise de parole sur les fondements chrétiens de l'amitié polono-hongroise. A legfontosabb az, hogy megpróbáljuk a nyugati társadalom számára is egyértelművé tenni, hogy azok az életek, élethelyzetek, életformák és értékek, amelyek a keresztény értékekben európaivá váltak, azok megtartása nélkül elveszünk. Hogyha ezt a nyugati országok vezetői is egyértelműen és világosan látni fogják, és ennek szellemében tesznek, akkor úgy gondolom, még nem veszett minden. Mi minden esetre nem szeretnénk bezárkózni, de meg szeretnénk tartani identitásunkat, meg szeretnénk tartani gyökérzetünket, és azokat az értékeket, amelyek elsősorban a családban, az egy férfi, egy nő kapcsolatrendszeréből fakadóan a gyermekekben, a jövőben rejlik. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Florian Janin. Ça bouge au gouvernement. Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, devrait faire son entrée lors du séminaire gouvernemental mercredi matin, avant de lancer des discussions avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. À 72 ans passés, Jean-Paul Delevoye deviendra le doyen du gouvernement après avoir été ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin entre 2002 et 2004. Autre arrivée, celle de Jean-Baptiste Djebari, le député La République En Marche de la Haute-Vienne et rapporteur du projet de loi sur la réforme de la SNCF, va rejoindre le ministère des Transports auprès d'Elisabeth Borne. Google News s'en prend à la presse alternative. Le site régional d'information Breizinfo est victime du géant du numérique. Du jour au lendemain, il a tout bonnement été déréférencé de Google Actualité, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans les recherches alors qu'il s'y était fait une place depuis 6 ans. Le rédacteur en chef du site nous explique la situation et envoie un message à ses lecteurs. On était référencé sur Google Actualité depuis 2013, c'est-à-dire depuis la fondation de Breizinfo, du site du journal Breizinfo. On a été déréférencé il y a 3 semaines en plein mois d'août sans que l'on sache réellement pourquoi. On a demandé des explications à Google qui botte en touche et qui nous renvoie à chaque fois vers des liens sans nous expliquer pourquoi on a été exclu. Donc ça veut dire que même si c'était une erreur technique, on ne pourrait pas rectifier puisqu'on n'a pas l'explication. Par contre, on est quand même persuadé qu'il y a eu des intenses campagnes de signalement de certains petits groupes de pression ou lobby. Je pense notamment aux Sleeping Giants. Qui sont très actifs actuellement et qui ont fait que, mettant la pression sur Google, voilà, ils ont activé ce levier-là pour nous déréférencer avec les conséquences à la clé qui sont bien évidemment baisse d'audience assez lourde et baisse de revenus publicitaires. Du coup, on invite massivement les lecteurs à nous faire connaître, à souscrire à la lettre d'information. Ils peuvent y souscrire sur la page d'accueil de Breizinfo pour ne pas perdre le contact et puis nous soutenir aussi par les dons parce que c'est quand même le nerf de la guerre actuellement et la guerre médiatique, on est en plein dedans.
Le navire prétendu humanitaire Océan Viking a largué les amarres lundi soir à Marseille. L'ONG a annoncé qu'elle reprenait sa mission de sauvetage et de recherche de migrants. C'est le deuxième office de secours en mer pour ce navire, remplaçant l'Aquarius, privé de pavillon. Leur dernier séjour en mer avait duré 23 jours et ils avaient récupéré 4 barques, soit 356 clandestins partis des côtes libyennes. C'est la foire sur le Mont Blanc. Un alpiniste britannique a abandonné un rameur à 4362 mètres d'altitude. Le propriétaire de la machine de musculation est par ailleurs membre des Royal Commandos de l'armée de Sa Majesté. Le même week-end, un autre alpiniste allemand, celui-là, est monté de force avec son chien. À son retour, le lendemain, l'animal avait les pattes en sang. Le maire de la commune de Saint-Gervais a une nouvelle fois haussé le ton. Dans une lettre ouverte au président de la République, il demande la mise en place de dispositions réglementaires afin de sanctionner sévèrement ces, je cite, hurluberlus et d'éviter que le Mont Blanc ne devienne un parc d'attractions. Tirer des portraits peut coûter cher. 2 militants écologiques ont été jugés pour le vol de photos officielles d'Emmanuel Macron. Et ils ne sont pas les seuls à pratiquer cette désobéissance civile. En tout, ce ne sont pas moins de 128 photos du président qui ont été subtilisées. Malgré 74 perquisitions et 94 gardes à vue, aucun portrait n'a été retrouvé. Le 25 août, pendant le G7 de Biarritz, des dizaines de portraits sont ressortis à Bayonne pour une marche dénonçant l'inaction de Macron. Les militants décrocheurs ont expliqué pendant le procès qu'ils ne comptaient pas en rester là si rien de plus n'était fait. L'ouragan Dorian balaye les Bahamas. Le bilan fait déjà état d'au moins 5 morts. Les dégâts sont aussi matériels avec potentiellement plus de 13 000 habitations ravagées. L'ouragan semble faiblir, mais il y a encore des vagues plus hautes que les habitations. Il stationnera encore sur place jusqu'à ce mardi soir, puis devrait se diriger vers les États-Unis pour frôler la Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud. Donald Trump a déclaré s'attendre à ce qu'une bonne part de la côte Est soit impactée. En prévision, plusieurs millions d'habitants ont été évacués. Lundi, c'était la rentrée des grèves pour les urgentistes. Ils sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour se faire entendre. Et si certains n'ont pas manifesté pendant l'été, ils sont plus que jamais d'attaque. 237 services, soit plus de la moitié des services d'urgence en France, sont mobilisés. Un mouvement qui pourrait encore s'étendre avec les médecins qui envisagent de rejoindre la grogne si les réponses d'Agnès Buzyn ne sont pas satisfaisantes. Et voilà, la fin de ce journal approche. Ce soir, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Lann nous parle de la bataille d'Iéna. Nous sommes en 1806. La Prusse, qui est animée par un fort ressentiment anti-français, part seule en guerre contre la France avec l'arrogante certitude de vaincre la Grande Armée. Mais dès le 14 octobre, après une courte campagne, l'empereur Napoléon n'en fait qu'une bouchée avant d'entrer triomphalement à Berlin. C'est la célèbre bataille d'Iéna qui, couplée à celle d'Auerstedt, marque purement et simplement l'anéantissement total de l'armée prussienne. Alors les Prussiens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage ça. Retour sur une campagne éclair et sur ce qui est l'un des plus hauts faits de gloire de l'épopée napoléonienne. Ce soir, vous avez également rendez-vous avec Passé Présent. Philippe Conrad évoque le pacte germano-soviétique entre Hitler et Staline et Anne Sicard aborde la vie et l'œuvre de l'artiste Rosa Bonheur. Et puis tout de suite, évidemment, vous retrouvez la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Vous vous souvenez de cet Américain que j'ai croisé, qui travaille récemment là, qui travaille dans le négoce du vin à Villeneuve et qui commerce du vin de Cahors.
avec le clergé orthodoxe russe. Eh bien, nous avons parlé ensemble de Hong Kong récemment parce qu'ils détestent les Chinois. Alors, vous allez me dire aussi, tout ça paraît un peu fourre-tout comme introduction, comme entrée en matière, et on se demande quel est le rapport entre Hong Kong et le vin. Eh bien, le rapport, c'est les Chinois, justement. Mon Américain, là, Colin, les déteste parce qu'ils cherchent à accaparer les vignobles dans le Bordelais et parce qu'ils commencent à pointer le nez du côté d'Agen. Et là, il n'a pas hésité à revenir à la comparaison vinicole en affirmant une chose amusante et au fond très vraie. Ce sont les Français qui ont inspiré la révolte de Hong Kong, me dit-il. Ce sont les Gilets jaunes, bien entendu. Et la preuve, nos télés ne l'ont pas montré, mais ils en portent parfois des Gilets jaunes. En fait, la France, m'a-t-il dit encore, peut être considérée comme le rosier de la démocratie. Alors, dite avec l'accent américain, cette expression m'a beaucoup amusé, parce que, en plus, il l'a très bien expliqué historiquement. Il a dit, vous savez que dans les vignes, traditionnellement, on plante des rosiers le long des parcelles pour qu'ils trahissent, par le jaunissement de leurs feuilles, de mauvaises conditions climatiques avant l'apparition du mildiou sur la vigne. Alors le buisson de rose, c'est la dernière alarme avant les maladies de la vigne. Eh bien, le jaunissement du peuple français, c'est aussi la dernière alarme avant la perte de tout espoir de démocratie, et ceux qui contestent l'évolution totalitaire des sociétés technologiques, politiques, commerciales, ceux qui ne supportent plus que la richesse du monde soit accaparée par 10% de milliardaires, ceux qui disent nous n'entrerons pas dans votre prison future, nous refusons les traités de libre-échange où on subit les termes de l'échange, nous refusons l'autocensure pour ne pas déplaire à Google. Tout cela sont les rosiers de la démocratie, me dit-il, et ils l'ont été en France depuis la guerre d'indépendance de l'Amérique, de Lafayette à la Commune de Paris, de Gavroche à Germinal. Tout ce qui a permis aux gens de se réveiller, de dire à leur maître « nous valons mieux que les servitudes qu'on nous inflige », tout ça a toujours été largement inspiré par les Français. On se demande par exemple pourquoi, en dépit des voitures retournées à Paris, tous les samedis, eh bien des devantures défoncées, etc., des incendies, des brasseries incendiées, eh bien les touristes ont été presque plus nombreux cette année. Eh bien c'est parce que seul un étranger peut vous le dire, le bordel chez vous, en France, la colère populaire, les gilets jaunes, tout ça fait partie de l'attrait touristique de la France. Ces gens sont contents de venir voir l'un des derniers pays au monde, avec l'Italie et l'Espagne, où on peut tout bloquer comme ça, tout remettre en cause au nom de la dignité du peuple. Ça rassure de voir qu'on peut encore obliger les méprisants et les salauds à tenir compte de la dignité des peuples. Et moi, je suis certain, me dit-il, que le jaune fluo va se répandre partout sur la Terre comme un symbole de résistance. Ils peuvent toujours changer la couleur des vestes de chantier. Il est trop tard, ils ne vont pas interdire la couleur jaune, la peinture jaune, etc. Quand les gens seront vraiment excédés, eh bien, ils vont mettre du jaune partout, même en Chine, et les manifestations sur la terre entière ressembleront à un champ de colza. Eh bien, me suis-je dit, voilà un Américain bien prophétique et surtout bien métaphorique. Il m'a dit de venir déjeuner un jour avec sa femme qui, elle, est certainement du même avis, car elle fait partie, paraît-il, d'un comité Trump à Toulouse. Un peu bizarre, je vous raconterai ça prochainement si vous vous abonnez. Merci.